Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre dans le sud-est, à Aigues-Mortes, pour partir à la rencontre de Bruno Meillard, directeur général des Grands Domaines du Littoral. Avec plus de 400 hectares de vignes, nous avons là affaire à un des leaders de la production de vin rosé en France. À tel point que le groupe Franken-Pommery a racheté le domaine en 2005. Pourtant, quand on rencontre Bruno, on a l'impression de rencontrer un vigneron comme les autres. Bruno est simple, accueillant et passionné. Il nous raconte les spécificités du vin qu'il produit, le vin des sables de Camargue. Les vignes sont tout bonnement plantées dans le sable, entourées d'eau, au milieu des salins. En se rendant sur les lieux, l'expression « jouer avec la nature » prend alors tout son sens. Mais comment réussir à produire du vin rosé dans ce milieu classé Natura 2000 où la nature est reine ? La question nous brûle encore plus les lèvres quand on découvre que le voisin du domaine n'est autre que le producteur de sel de table, le groupe Baleine, où j'avais enregistré un épisode il y a quelques mois de ça. Entre sable, mer et vent, il faut un véritable savoir-faire pour produire cette quantité de vin, le tout en bio s'il vous plaît. Ma venue au domaine de Jarras est encore un moment dont je me souviendrai. Visite des lieux, rencontre avec Bruno, dégustation, j'ai vraiment passé un super moment. Mais je vous laisse en compagnie de Bruno pour qu'il nous dise tout sur notre boisson préférée de l'été. Bonne écoute! Bonjour Bruno! Merci beaucoup de nous accueillir ici sur ton domaine pour démarrer. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est ? Bonjour, bienvenue au domaine royal de Jarras. On est ici à Aigues-Mortes, au cœur de la petite Camargue, en terroir sable de Camargue. Okay. Voilà, et moi je dirige le domaine royal de Jarras qui fait partie des grands domaines du littoral. Une filiale du groupe Franken-Pommery Monopole. Et là, donc on est au milieu des vignes. Combien il y a d'hectares ? Alors, le domaine royal de Jarras, c'est le plus grand domaine bio d'Europe. Il y a 420 hectares de vignes sur un domaine qui au total fait 900 hectares. Ok. Bon, je m'excuse d'avance pour les auditeurs, pour ma voix. Je vous laisserai choisir si c'était les férias de Nîmes de samedi soir ou la défaite du Stade Montois à Montpellier de 50 points contre Bayonne, mais j'ai pas trop survécu au week-end. C'était les deux peut-être. Oui, c'est peut-être un cumul des deux. Quel a été le déclic pour toi de te lancer dans le vin ? Alors, j'ai fait mes études à l'école d'agronomie de Montpellier et le vin, c'est pour moi une des seules filières où on peut travailler et maîtriser tout de la plantation de la vigne jusqu'à la bouteille dans une même exploitation, ce qui n'est pas le cas forcément sur les autres filières. Et c'est ça qui m'a de suite plu. Puis après, une fois qu'on a mis la main dedans, on y passe en entier parce que c'est une passion dévorante, mais vraiment très, très intéressante et très conviviale en plus. Donc on joint l'utile à l'agréable. Et c'est quoi ton parcours ? J'ai fait l'école d'agronomie à Montpellier, à la sortie après le lycée et la prépa. Et derrière, j'ai travaillé de suite en cave coopérative en Languedoc. Donc je suis toujours resté dans le sud de la France pendant une quinzaine d'années, où j'ai dirigé une coopérative et une distillerie. Et puis après, je suis venu travailler ici au domaine royal de Jarras pour Monsieur Franken. On travaille sur des terroirs vraiment uniques et qu'on essaye de mettre en valeur au travers de toutes nos équipes commerciales qu'il y a partout dans le monde. Et je crois que tu as eu un stage, Cyril Laudet, avec qui j'ai fait l'épisode sur l'Armagnac. C'est improbable ça quand même. Oui, Cyril, effectivement, je l'ai vu démarrer chez nous quand j'étais dans l'Aude. Et je l'ai revu à Osgore il y a 2 ans, je crois. Voilà, et puis je lui passe le bonjour parce que je sais qu'il a pris de la grêle ce week-end, donc on pense très fort à lui. Ouais, ça n'a pas été évident dans l'Armagnac. Voilà, très, très fort à lui, mais je sais que avec l'Armagnac et tous les bons stocks qu'il a et tous les super produits qu'il fait, il va s'en sortir. On n'en doute pas et on espère évidemment très fort. Et alors, c'est quoi ton rôle à toi ici ? Donc moi, je dirige les grands domaines du littoral. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. On gère les problèmes du quotidien, mais aussi mon rôle, c'est de faire le lien avec les clients et le commerce pour expliquer les terroirs, présenter les vins. Et puis je supervise, on va dire, les chefs de cave et les œnologues qui font les vins pour que le profil des vins de la maison, des domaines, soit d'année en année, soit continue, soit respecté et que ça évolue dans le bon sens.
Tu nous dis expliquer le terroir. Tout à l'heure, tu nous as parlé de terroir complexe. Qu'est-ce qui fait votre spécificité ici? Alors je parle beaucoup de terroir, hein. C'est pas un gros mot pour moi, c'est quelque chose de très noble. Déjà, ça veut dire quoi? Ça inclut quoi le terroir? Alors quand on dit terroir, on pense immédiatement au sol, au climat, mais on oublie souvent le savoir-faire, les hommes et les femmes qui travaillent dans les vignes. Et moi, j'y mets beaucoup d'importance parce que c'est l'élément le plus important pour nous. Et ici, on est sur un terroir en sable de Camargue qui est unique au monde, qui vient d'être reconnu en appellation d'origine contrôlée, puisque le ministre a signé le décret le 6 mai dernier. Et c'est un terroir qui est sur du sable, comme son nom l'indique, sable de Camargue. Le sable vient du fleuve et passe par la Camargue et se redépose sur les côtes. Il bénéficie d'un climat méditerranéen très rafraîchi par la présence de la mer, puisque toutes nos vignes sont à moins de 15 km de la mer. Et après, on a un savoir-faire qui est particulier, puisque on est sur des cordons dunaires sableux entourés de salins. Il faut se protéger du sel et pour ça le savoir-faire est majeur. Chez nous, un chef de culture, un régisseur, il lui faut plusieurs années pour apprendre à gérer l'eau. Et les personnes qui travaillent chez nous ont un savoir-faire immense, sont là bien souvent depuis des années, voire plusieurs générations. Et donc ce savoir-faire, il est majeur dans la qualité des vins qu'on peut produire ici. Ouais, parce que là, on est vraiment entre le Gros du Roi et Aigues-Mortes. Et on a les tas de sel, on les a vus en passant. D'ailleurs, on avait fait un épisode là-bas sur le sel. Mais vous êtes vraiment à côté des Salers, qui est la plus grosse production de sel française, quoi. Historiquement, les domaines ont été fondés en 1883 par la Compagnie des Salins du Midi. Et donc on est cousins très proches même, puisque c'était les Salins qui ont implanté le vignoble sur les cordons dunaires. Les Salins se sont séparés de la branche viticole en 1995. Mais jusqu'en 1995, c'était les Salins qui dirigeaient la partie viticole. Pourquoi? C'était complémentaire comme activité. Pourquoi ils ont lancé ça? Ils possédaient les terres, puisque les Salins, c'est un des plus grands propriétaires fonciers de France. Ils avaient sur les points bas, tout ce qui est bas, les lacs salés. Sur les points hauts, ils ont implanté de la vigne, puisque la vigne, à la fin du 19e siècle, ne poussait que dans cette zone-là, dans cette zone sableuse où le phylloxéra ne se développait pas. Donc le vignoble a naturellement résisté à la crise phylloxérique avant que les chercheurs de l'agro de Montpellier trouvent une solution par le greffage. Mais ça a permis un essor très important du vignoble sur cette zone-là. Et puis derrière, ça a continué avec cette spécificité des vins gris, qui est vraiment le marqueur de ce terroir sable de Camargue. Et ça s'est bien développé, ça se développe encore aujourd'hui avec aujourd'hui 3000 hectares de vignes sur la zone. Et on est à peu près, on doit être 150 vignerons ou 190 vignerons sur tout le terroir. Et comment vous faites concrètement pour lutter contre le sel, le sable quand même si je comprends que c'est un allié, et plus peut-être les inondations aussi, parce que si on regarde sur Google Maps, vous êtes entouré d'eau, quoi. Vous êtes vraiment sur une fine bande de terre. Comment on fait pour faire avec tous ces éléments naturels, pour jouer avec tout ça? Alors le fait que ce soit du sable, le terroir il est défini par le fait qu'il y a moins de 8% d'argile. Il n'y a pas d'argile, donc il n'y a pas de capillarité, et donc le sel ne remonte pas avec l'eau dans les terres, ce qui n'est pas possible en Grande Camargue, qui est à l'est du Petit Rhône, où là il y a des rizières, et les rizières sont là pour cet apport d'eau douce du Rhône pour dessaler en permanence le sol. Dans le sable, il n'y a pas cette capillarité qui fait monter le sel. Il faut quand même évacuer le sel qui peut arriver. Donc on a tout un réseau de roubines autour des parcelles. Il y a 40 km de roubines qui entourent le domaine. Et dans toute la petite Camargue, il y a des roubines partout pour drainer le sel, le sortir après l'hiver, notamment quand il y a les pluies d'automne. Et puis l'été, garder une bande d'eau douce autour pour une ceinture hydraulique pour éviter que le sel ne revienne. C'est une lutte permanente entre l'eau douce et l'eau salée. Mais il n'y a pas une embrouille avec les Salers à côté, ceux qui veulent le sel justement pour le récupérer et le vendre? Alors on est nous des ennemis intimes. Intimes parce qu'on est de la même famille, de la même origine. Ennemis, alors on n'en est pas ennemis parce qu'on travaille côte à côte, on est voisins et ça se passe très bien. Mais il ne faut surtout pas que le sel rentre dans nos vignes, et nous il ne faut pas que l'eau douce aille dans le sel, parce qu'effectivement sinon on va rediluer tout le travail qu'ils ont fait toute l'année pour concentrer. Donc c'est lié, ce lien intime est très fort et se retrouve dans les vins, puisqu'on a des vins qui ont une grande minéralité, même une salinité, parce que au niveau du goût, on retrouve cette minéralité dans les vins, et on sait d'où elle vient de l'environnement salin qu'il y a tout autour.
Très bien. Et ben, je te propose qu'on poursuive à l'intérieur, parce que je ne sais pas si les oiseaux cassent les oreilles des auditeurs ou pas, mais on ne va pas prendre de risques. Et puis pour que tu nous parles, tu as parlé de gris, donc on comprenne ce que c'est, de la fabrication du rosé aussi, et puis de voir pourquoi c'est un marché qui est de plus en plus porteur. À tout de suite. À tout de suite. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur, dans un lieu magnifique à côté... je sais pas, on peut pas appeler ça des tonneaux parce que c'est vraiment des tonneaux géants. C'est des foudres. Ah, des foudres, Voilà. ok, je mettrai des... Ils font 30 000 litres chacun, ce qui représente 40 000 bouteilles. Voilà. Ah ouais, Et ils incroyable. ont servi jusqu'en 1980. Et ils avaient une centaine d'années, ils auront l'année prochaine 140 ans. Ah ouais, ils sont énormes, je les mettrai des photos sur les réseaux sociaux. Et alors, première question sur le rosé, à base de quoi c'est fait? Est-ce que c'est fait à base de raisin blanc ou de raisin rouge? Parce que je sais de sources sûres que c'est pas évident pour tout le monde. Alors déjà, c'est le vin rosé, s'il vous plaît. Le vin rosé. On met vin devant parce que c'est un vin à part entière qui maintenant, je pense, est connu et reconnu par tout le monde. C'est une couleur vraiment à part entière entre le blanc et le rouge, effectivement. Alors, c'est pas très bien défini, mais c'est un espace de liberté entre le vin blanc et le vin rouge, et on souhaite à ce que ça reste comme ça. Ce n'est surtout pas un mélange de vin blanc et de vin rouge, effectivement. La question s'est posée. En Europe, c'est pas un mélange, c'est interdit, et ça a été clarifié par la réglementation. Parce que j'ai quand même vu, petit aparté, en faisant mes recherches, que 15% des vins de rosé dans le monde étaient quand même faits avec cette méthode de fabrication un peu litigieuse, quoi, de mélanger du vin rouge et du vin blanc. Oui, c'est fait en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, je crois aussi. Et Australie. En Afrique du Sud, voilà les pays, on va dire, certains pays du Nouveau Monde. Mais quand on veut faire un vin rosé de qualité à part entière, ça se fait à la vigne. Ça commence au vignoble et ça se fait avec des raisins rouges, effectivement, un peu de raisin blanc aussi, qu'on peut récolter en même temps. Voilà, on ne peut pas assembler les vins, mais on peut récolter des blancs et des rouges en même temps. Mais c'est surtout des vins rouges qui sont pas ou peu macérés. Donc, des raisins rouges. Voilà, on extrait peu la couleur. Et les raisins rouges, la majorité des cépages, la majorité des variétés ont la peau noire et le jus blanc. Donc, suivant le temps de macération qu'on laisse, on va obtenir plus ou moins de couleur. Et donc, suivant le profil de vin et le savoir-faire qu'on peut avoir sur les différents terroirs, on a des vins plus ou moins rosés, plus ou moins colorés. Du très pâle qui est presque un blanc jusqu'au presque rouge, voilà, avec certains clairets. Ouais. Donc, c'est un grand espace de liberté et surtout on souhaite garder cette liberté-là parce que chacun fait ce qu'il veut avec son terroir et ce qu'il peut avec ses raisins. Et surtout on souhaite garder ça, on souhaite garder cet espace. Très bien. Et oui, parce qu'en fait finalement les raisins noirs, l'intérieur, la pulpe, elle est blanche. Donc c'est vraiment la peau du raisin qui fait la couleur, quoi, plus ou moins foncée du vin. Voilà, il y a quelques variétés qui sont dites des cépages teinturiers qui ont le jus rouge. Mais la majorité des raisins noirs ont la peau noire et le jus, la pulpe à l'intérieur est blanche. Donc les anthocyanes, les pigments qui font la couleur du raisin sont dans la pellicule à l'extérieur. Et quand on presse et quand on récolte le raisin, suivant le temps où on laisse la pulpe en contact avec le jus, on extrait plus ou moins de couleur par macération. Ça dépend de la température, ça dépend du temps. Et donc, en fonction de ce phénomène de macération, il est physique, c'est pareil que le thé, par exemple. Le thé, si on laisse très longtemps un sachet dans de l'eau froide, ça colore. Si on le plonge à peine, ça colore pas. Et puis, si on le met dans de l'eau très chaude, ça colore très rapidement aussi. Donc, c'est un processus, c'est naturel, la macération. Et suivant le temps qu'on laisse, on extrait plus ou moins de couleur. Donc il y a la macération qui diffère avec le vin rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait la différence entre le vin rosé et le vin rouge? Est-ce que les cépages, par exemple, c'est des cépages forcément différents ou pas du tout? Alors c'est pas forcément des cépages différents. Il y a certains cépages qui se prêtent plus à l'élaboration de vin rosé. Nous, c'est notre colonne vertébrale, on va dire que c'est le grenache noir. Le grenache gris également, mais le grenache est la variété qui constitue le cœur de nos assemblages. Mais ce même grenache noir, par exemple, est un des cépages phares de Châteauneuf-du-Pape, où on fait des rouges exceptionnels. Voilà. Mais le fait qu'on soit proche de la mer, avec ces climats frais, fait que les raisins mûrissent sur le fruit, sur un équilibre en bouche particulier, mais pas sur la couleur. Et c'est le même cépage qui est à 1 heure à vol d'oiseau d'ici, d'Aigues-Mortes, qui est à Châteauneuf-du-Pape, qui fait des vins rouges extraordinaires, où là, par ses conditions de terroir, il mûrit plus sur la couleur et il fait des vins différents. Voilà.
L'autre grande différence, c'est aussi les choix, le savoir-faire du vigneron. Pour faire du vin rosé, comme je vous ai dit, ça se fait à la vigne. C'est comme au rugby, hein. On fait 70% de la qualité, pour moi en tout cas 70% de la qualité au vignoble, et puis on marque l'essai et on le transforme en cave. Voilà, et on cherche en cave à conserver la qualité du vin. Ça se fait à la vigne, c'est-à-dire qu'on non seulement on plante les variétés, mais aussi on les conduit pour faire des vins rosés, de façon à ce qu'on ait suffisamment de raisins avec un bon équilibre. Et puis surtout, on le récolte à une maturité différente. C'est-à-dire qu'on récolte plus tôt pour faire des vins rosés. D'accord. On récolte juste quand le goût fruité qu'on veut arrive, et pas trop loin, parce que sinon le fruit, d'un fruit frais devient un fruit confituré. Et ça donne évidemment le goût du raisin se transfère dans le vin, hein, se retrouve dans le vin. Donc si on avait des fruits trop confiturés, on aurait des vins rosés qui seraient trop lourds et trop mûrs, on va dire. Donc voilà, ça c'est aussi très important pour nous. J'ai vu que vous vendangiez de nuit pour le rosé, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Bon, depuis très très longtemps, on vendange de nuit. Effectivement, ici, on est une des zones les plus précoces de France, puisqu'on vendange début août. Ah oui. Début août, même si on est au bord de la Méditerranée et qu'on a 5 degrés de moins qu'à l'intérieur des terres, il peut quand même faire 35 degrés la journée. Et donc, on cherche à avoir des arômes de fruits frais. Et pour ça, il faut récolter des fruits frais. Donc, la nuit, ça s'y prête beaucoup plus. Donc, on vendange à partir du moment où la température descend en dessous de 20 degrés Celsius. On attend, en général, on commence vers minuit. Et puis, jusqu'à ce que le soleil commence à réchauffer l'atmosphère et les raisins, donc jusqu'à 9h, 10h du matin. Voilà, donc, on a cette tranche-là où on bénéficie de frigories gratuites. Hein. Il faut qu'on reste en dessous de 20 degrés Celsius. Et après, tout le travail, c'est jusqu'à la bouteille, c'est de ne pas rompre cette chaîne du frais, c'est-à-dire rester entre 15 et 20 degrés Celsius pour qu'on préserve ces arômes de fruits frais le plus possible. Du coup, vous devez avoir un vrai souci de recrutement de saisonniers, non? Parce que travailler de nuit, alors j'imagine que c'est moins pénible que de travailler la journée sous 35 en plein été ici chez vous, mais quand même, il faut trouver du monde pour faire ça. Alors on vendange beaucoup, à part les vieilles vignes qui sont vendangées à la main, mais on vendange la majorité à la machine. D'accord, voilà, ok. Donc c'est plus simple. Par rapport à la main-d'œuvre, au niveau des vendanges, on a essentiellement des salariés permanents de l'entreprise. Les saisonniers viennent plus pour la taille, mais pour la vendange, c'est essentiellement du personnel permanent de l'entreprise qui travaille. Et effectivement, quand on a pris le rythme de la vendange de nuit, c'est plus agréable de travailler la nuit à la fraîche qu'en pleine journée sous un fort soleil. Et les vieilles vignes qu'on vendange, comme celle à côté de laquelle on était tout à l'heure, ils sont vendangés à la main. Et même là, une fois que les vendangeurs ont fait de nuit, ils disent c'est bien mieux la nuit. Ouais. Vous pouvez utiliser des machines parce qu'il n'y a pas d'enjeu de préserver vraiment le raisin, d'y faire très attention. Vous pouvez vraiment récolter comme ça en grande masse sans souci, sans détériorer la qualité du vin à la fin. Alors, la machine à vendanger, quand elle est bien utilisée, ne détériore pas la qualité du vin. Quand c'est bien travaillé, surtout les machines modernes, elles récoltent vraiment des baies de raisin, on a vraiment des billes, on a des trieurs qui sont embarqués, donc on n'a pas d'éléments végétaux qui peuvent venir comme les rafles ou les pétioles, qui pourraient effectivement amener des arômes végétaux, des arômes qu'on ne souhaite pas avoir dans les vins. Donc on récolte une grande qualité de vendange. Les raisins sont récoltés, moins de demi-heure après, ils sont dans le pressoir, puisqu'on a la cave qui est au milieu des vignobles, donc on a peu de transport. Et c'est plutôt sur la rapidité qu'il faut jouer. L'autre gros atout de la machine à vendanger, c'est que ça nous permet de récolter à la bonne maturité. On a une fenêtre de tir pour avoir le profil de fruits frais qu'on veut, qui est de 48 à 72 heures. Et donc, il faut qu'on récolte rapidement. À la main, ce serait impossible. Il faudrait trouver des milliers de vendangeurs. Et ça fait bien longtemps qu'on ne vendange plus à la main. Et on fait quand même des très bons vins. Ça pose... c'est tout à fait compatible. Et pour finir sur les différences avec le vin rouge, j'imagine qu'il y a le vieillissement aussi. Alors ça, c'est un autre élément, l'élevage des vins qui est en train d'évoluer avec l'évolution de la qualité des vins rosés et des vins gris, puisqu'ici c'est la sous-famille des vins rosés, c'est les vins gris, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais les vins rosés, quand ils sont préparés à l'élevage, peuvent bien vieillir.
Effectivement, c'est pas le cas de tous les, de l'idée que peuvent avoir tous les consommateurs. Mais j'invite chacune et chacun à garder, quand ils achètent un carton, à garder une bouteille et à la goûter l'année d'après. Vous verrez, c'est très intéressant, c'est bluffant. Les vins gagnent en qualité quand ils sont faits, quand ils sont préparés à ça. Et c'est vraiment notre challenge d'avoir des vins qui sont bons du 1er janvier au 31 décembre et même l'année d'après. Et même plusieurs années après, puisqu'on a 2 cuvées où on garde 2000 bouteilles par an, et on peut faire des dégustations verticales depuis 2005. Et donc c'est passionnant parce que voilà, on a une sélection parcellaire où on a encore du 2007 qu'on fait déguster régulièrement. Le profil du vin évolue un peu, mais on a des arômes qui sont comme sur des grands bourgognes blancs ou des grands crus d'Alsace, des arômes très très intéressants. Et souvent qui font changer la vision que les gens peuvent avoir des vins rosés, qui effectivement peuvent se boire très frais, très jeunes. Mais moi, je recommande d'essayer, de garder 1 ou 2 bouteilles. C'est pas facile toujours, parce que quand on a du monde, ça part vite. Mais mettez-en 1 ou 2 de côté, vous l'oubliez, puis vous la regoutez 1 ou 2 ans après. Vous verrez, c'est très intéressant. Eh ben, on a la chance que tu nous en aies offert 3. Donc, j'en laisserai 1 de côté, promis, pour goûter ça. Et alors, est-ce que c'est plus complexe de faire du vin rosé ou du vin rouge et du vin blanc ? Alors, c'est pas la même temporalité au niveau des vinifications. C'est-à-dire que pour faire du vin rosé, on se rapproche un peu plus du vin blanc sur la méthode de vinification, avec, pour nous en tout cas, du pressurage direct et puis après une fermentation à température contrôlée, pour préserver justement le côté croquant du fruit qu'on peut avoir quand le raisin est à la bonne maturité et qu'on veut préserver jusque dans le verre. Donc voilà, la transformation de l'essai dont je parlais tout à l'heure tient à ça, c'est de vraiment conserver le goût du raisin et l'avoir jusque dans le verre. Ça, c'est notre façon de travailler. C'est pas compliqué dans la mesure où nous, on maîtrise le vignoble, puisqu'on gère de la vigne jusqu'à la bouteille. Et donc, on a cet objectif dès le début. On est sur un travail qui cherche à respecter justement ce fruit. Et pour ça, il faut que les décisions soient prises rapidement. Donc, on anticipe beaucoup. On connaît ce qu'on doit faire sur les différentes étapes de la vinification. Tout est prêt. Et une fois que le raisin rentre, c'est le top départ. Derrière, il faut que ça aille très vite. En 24 heures, il faut avoir fait tous les travaux. En vinification rouge, on a plus le temps, parce que ça c'est sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais en vinification vin rosé, il faut que très rapidement toutes les étapes soient faites. Après, une fois que c'est en fermentation, on a plus le temps. Du coup, toi, tu pars pas en vacances en août. Tu n'es pas un Haussien, j'imagine. Non, ça fait très longtemps, ni septembre, ni octobre. Mais quand on rentre dans cette passion du vin, de toute façon... avec mon épouse, on en a de suite discuté. La cave, c'est ma maîtresse pendant les vendanges. Je passe un temps énorme avec elle, comme tous les œnologues d'ailleurs. Voilà, sauf que bon, c'est une passion et donc on y reste avec plaisir et on manquerait ça pour rien au monde. Je vois. Et ça fait plusieurs fois que tu nous parles de gris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors en Sable de Camargue, on fait des vins gris, qui est une sous-famille des vins rosés. C'est la conséquence des conditions du terroir dont on a parlé tout à l'heure, avec ces conditions de maturation qui n'amènent pas les raisins à beaucoup être colorés. L'autre élément, c'est que le sol est peu acide, donc on a des couleurs qui sont plutôt sur un rose saumoné et très pâle. Voilà, donc c'est cette nuance de la famille des vins rosés qui est très vaste, qu'on appelle gris. Et on a aussi le gris de gris, qui est un vin gris fait à partir d'un cépage gris, en l'occurrence chez nous du grenache gris. Voilà, donc c'est cette sous-famille et on tient à cette couleur-là, à tel point que sur l'appellation d'origine contrôlée, on a demandé l'appellation que sur les couleurs gris et gris de gris. Avant, on faisait du blanc et du rouge, donc on ne les fera pas en appellation parce que vraiment notre spécificité, c'est le vin gris et le gris de gris. Du coup, l'appellation d'origine contrôlée, c'est Sable de Camargue ? Vin gris, Sable de Camargue, c'est comme ça que ça va s'appeler ? Oui, appellation d'origine contrôlée, Sable de Camargue. Okay. Ça a gardé le nom qu'on avait jusqu'à présent, puisqu'on était IGP. Maintenant, on va passer à OP très prochainement. Pourquoi vous avez fait cette démarche ? Justement, on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Faire savoir qu'on a justement un terroir particulier et qu'il donne des vins qui sont particuliers. Ça, voilà, vous verrez à la dégustation.
On est différent des vins rosés qu'on peut trouver ailleurs, autour de chez nous ou en Provence, avec des profils qui sont différents. Et le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de l'écrire sur la bouteille, que c'est une appellation d'origine, et qu'on en est fier, et que notre savoir-faire, il est vraiment unique. Et le cahier des charges, quelle est la différence entre le cahier des charges de l'IGP et de l'AOC? Qu'est-ce qui a été complexifié, rajouté Alors on avait déjà un cahier des charges très pointu en IGP, allant même jusqu'à une délimitation parcellaire pour l'IGP, ce qui est très rare, ce que certaines AOC n'ont pas, où c'est juste un village ou un département. On allait jusqu'à la parcelle. Donc ça, on l'a conservé bien sûr. Ça a été affiné par les experts de l'INAO. Nous, ils ont fait un travail très très fin et très poussé, et qui a été très bien fait. On a, nous, quelques hectares qui vont sortir de l'AOC, mais on n'a pas contesté, parce qu'effectivement, il y a des zones où il y avait un peu beaucoup d'argile pour pouvoir s'appeler sable. L'autre élément, il a fallu baisser un petit peu le rendement de 5 hecto-hectares. Ça fait partie du jeu, on va dire, du passage en AOC, mais on a conservé un niveau de production qui permet à la vigne d'avoir sa vigueur nécessaire à résister aux conditions du milieu qui sont vraiment particulières. Et après, on a beaucoup plus de contrôle en amont au vignoble, mais ça c'est le propre des appellations d'origine, et moins sur l'aval, puisque une fois qu'on a fait tous les contrôles au vignoble, derrière la qualité elle suit naturellement. Et je vais passer à la minute économie. Le domaine, il appartient aujourd'hui à un grand groupe, au groupe Vrancken-Pommery, tu nous l'as dit au début. Pourquoi ils ont décidé d'investir dans le rosé, et quand c'est que ça s'est fait? Alors, M. Vrancken a commencé à investir sur ce vignoble en 2005. Et en fait, on a aujourd'hui d'autres acteurs de la Champagne qui arrivent, notamment en Provence. Donc maintenant, ça devient quelque chose d'assez tous les ans. Il y a un groupe champenois qui achète un domaine ou des propriétés viticoles. En fait, il y a deux éléments à mon sens. C'est qu'on est au niveau commercial en contre-saison par rapport au champagne. Donc, quand il se vend beaucoup de champagne en fin d'année, les vins rosés se vendent plus printemps, été qu'en début d'année. Et puis voilà, donc ça permet les forces de vente de les mutualiser. Et on est aussi sur des clientèles aujourd'hui qui se rapprochent beaucoup, puisque le vin rosé se retrouve dans les très beaux établissements, sur les plages, sur la côte. Des endroits où il y a aussi du champagne, dans les beaux hôtels. Donc il y a toute une clientèle dans le monde entier qui est pas exactement la même, mais qui est très proche que celle du champagne. Donc ça se complète idéalement pour permettre que les forces de vente puissent vendre les deux types de vins, le champagne et le vin rosé. Et comment se porte le marché du rosé aujourd'hui? Est-ce que c'est un marché porteur? Qu'est-ce qui se passe sur le rosé? Alors le vin rosé, c'est un marché qui a en France, sur les 15 dernières années, a énormément progressé. Aujourd'hui, on est de l'ordre d'un tiers de part de marché pour les vins rosés. Par rapport à la totalité des vins? Par rapport à la totalité, il y a moitié de rouge, un tiers de vin rosé. Et, voilà, et après, c'est entre le vin rosé et le vin blanc que ça s'équilibre. Mais effectivement, le vin rosé a pris des parts de marché au vin rouge notamment. Sur les 15 dernières années, on arrive ça se stabilise, parce que quand même un tiers, ça fait beaucoup. Dans le monde entier, on est sur l'ensemble de la consommation, on est entre 10 et 12% suivant les pays. Bon, il y a des pays un peu moins, mais la moyenne, c'est entre 10 et 12%. Et ça progresse doucement mais sûrement tous les ans. Surtout sur les profils que l'on fait, c'est-à-dire des vins rosés, pâles et secs, qui sont pas sucrés. C'est cette catégorie-là qui progresse. Donc ça laisse entrevoir, si le monde entier passe de 10 à 30%, ça laisse entrevoir une progression importante. Voilà, après, ça se fait doucement mais sûrement, de façon à ce que la qualité, qui est le point le plus important, suive, hein, parce que, encore une fois, on ne fait pas du vin rosé juste comme ça et en mélangeant du blanc et du rouge. Ça se fait à la vigne, des bons vins rosés, et il faut le savoir-faire au vignoble, en cave, l'équipement. Et donc, voilà, il faut le faire correctement si on veut que ça continue à se développer comme ça.
Et qu'on n'ait pas mal à la tête le lendemain. Oui, alors ça, c'est fini. C'est un mythe qui est... qui a été une réalité de temps en temps pour moi. Oui, mais c'est pareil avec le blanc et le rouge. Si on en boit trop, c'est l'alcool, à un moment, ça déshydrate. Donc, il faut en consommer avec modération. Non, c'est un mythe qui vient quand même du passé et du fait que, par le passé, certains vignerons faisaient des vins rosés par défaut. C'est-à-dire que quand on veut concentrer une cuve de rouge, on la saigne, on enlève 10% du jus. Et ce jus, il est pâle parce que dès qu'on a encuvé les raisins, on sort du jus qui est rosé. Et ce jus, on le laisse fermenter d'un côté. Et comme il est récolté pas à la bonne maturité pour les vins rosés, puisque c'est pour faire des rouges, qu'en plus il est fermenté, on s'en occupe pas en priorité, ça fait un vin qui est pas forcément, qui a des tanins, dont les raisins ont été trop mûrs. Donc il faut le sulfiter pour pas qu'il évolue trop. Puis il faut le vendre vite, donc on le vend pas cher. Oui. Donc le mythe du petit vin rosé, ça a existé. Aujourd'hui, je crois que honnêtement, ça n'existe plus ou plus beaucoup, notamment en France. Il y a des progrès et tout le monde a pris conscience qu'encore une fois, le vin rosé, c'est un vin à part entière, que ça peut être un grand vin si on fait ce qu'il faut. Et voilà, ça fait plus mal à la tête. En tout cas, les nôtres, ils font pas mal à la tête. On sulfite très peu, donc on peut consommer avec modération, mais je garantis, c'est testé, approuvé. Et tu nous parlais de consommation dans le monde, ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Hélène qui te demande dans quel pays est consommé le plus de rosé. Alors c'est en France, puisque un tiers de part de marché, c'est quand même énorme. Les Français sont les plus grands amateurs de vin rosé. Après, on a des zones. L'autre gros marché, c'est les États-Unis, avec les zones qui sont, on va dire, les plus francophiles, les États qui sont aussi proches de la mer, donc en Floride, en Californie, ça marche très bien. Sur l'État de New York, où c'est très francophile, ça marche aussi. Mais on arrive à vendre nos vins en Australie aussi, où ils font aussi du vin, mais ils n'ont pas le savoir-faire, donc on vend nos vins Sable de Camargue en Australie. En Italie également, donc ça aussi c'est surprenant. Voilà, donc ça... ce vin, cette qualité, elle est de plus en plus reconnue à l'international, à tel point qu'aujourd'hui, on a, nous, 60% de nos bouteilles qui sont vendues à l'export. Et c'est quoi votre cible principale, le client principal? Est-ce que vous ciblez plutôt une cible jeune, etc. Ou, en termes de marketing, c'est quoi vos priorités? J'ai difficile à dire qu'on va cibler un client parce que je ne veux pas m'interdire de pouvoir faire découvrir les vins aux autres. Non plus pas faire de caricature en disant le vin rosé c'est un vin de femme. Je m'interdirais sur tout ça parce que aujourd'hui je crois qu'il y a... Il n'y a plus ces profils-là dans les vins rosés en tout cas. Sont des vins qui surtout accompagnent peuvent accompagner tous les plats d'un repas, tous les moments de consommation. C'est pour ça aussi, ça fait à mon sens partie du succès. On peut les boire à l'apéritif, on peut continuer avec le même vin tout le repas. Y en a un qui prend du poisson, l'autre de la viande. Au niveau accord mets vins, ça marche souvent très bien avec beaucoup de catégories. Donc cet espace de liberté, on peut le retrouver aussi dans les accords mets vins et consommer du vin rosé sans se prendre la tête. Pour le plaisir, on a aussi des cuvées où on peut faire des dégustations de sommelier ou plus œnologiques, faire des verticales. Voilà, donc le vin rosé est sorti de l'adolescence, on va dire, et rentré dans le monde adulte. C'est un jeune adulte. Donc effectivement, souvent, il y a beaucoup de jeunes adultes qui le consomment. Mais on est au début d'une belle histoire et je pense qu'avec tous les travaux qui sont faits et tout ce qu'on peut faire en élevage après dans les caves et en travail sur la qualité des raisins, on n'est qu'au début de la belle histoire. Et ça fait plusieurs fois que tu nous parles d'espace de liberté, mais le rosé, il a aussi une espace de liberté. En tout cas, il s'autorise une espace de liberté marketing sur les étiquettes. Même vous, vous avez une gamme qui s'appelle Pink Flamingo, donc le flamant rose. J'ai vu sur votre site, vous en avez, il y a des flamants roses un peu partout. Vous modernisez finalement ce marché du vin par le rosé. Oui, je pense que ça y fait pas forcément du mal, plutôt du bien. C'est effectivement, je pense qu'attendent les consommateurs, c'est de pouvoir avoir aussi des habillages un peu plus fun et un peu plus sympas. Il y a le côté statutaire du vin, du monde du vin qui
effraie certains consommateurs, on le sait. Quand on leur explique un peu, ça va bien, mais on a envie aussi de déguster un bon vin sans forcément que ce soit trop compliqué. S'autoriser à avoir un avis, dire j'aime ou j'aime pas, sans avoir besoin de savoir s'il y a des arômes de fruits rouges, de citron ou de petit cassis et compagnie. Voilà, donc il faut que ça puisse plaire à... je pense que ça fait partie vraiment des raisons du succès du vin rosé, c'est qu'on s'autorise à le déguster, à dire j'aime ou j'aime pas, sans avoir besoin d'avoir fait des études d'œnologie ou de sommelier. Et ça fait partie aussi du succès des vins rosés. Et ça se retrouve effectivement dans le marketing et dans les bouteilles qui sont des bouteilles en forme, des jolies étiquettes colorées. Ouais, ça fait pas de mal. Ouais, ça a pris le contre-pied du vin rouge et qui est souvent joué sur l'image traditionnelle des châteaux, des étiquettes un peu anciennes. Et ça les a fait bouger aussi un peu le vin rouge, non ? Parce qu'on voit de plus en plus quand même de bouteilles de vin rouge qui respectent plus ce côté très tradition, terroir, etc. Alors, avant de travailler ici, j'ai travaillé en Languedoc, dans l'Aude, et ça fait un moment que certains vignerons, là-dessus, innovent beaucoup, font des étiquettes sympas, changent. Il y a une étiquette par cuvée avec des noms très, qui sortent justement de la tradition. Il y a des châteaux qui sont bien installés avec des étiquettes très statutaires, mais il y a aussi beaucoup de cuvées comme ça, et ça a permis aussi le renouveau de toute une zone au niveau du Languedoc, par exemple, où la qualité des vins est là, mais elle n'était pas connue. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas des bons vins dans le sud de la France. Il y a des très bons vins, et en plus, ils savent innover avec des étiquettes sympas et faire changer les codes. Et dernière question pour clôturer la minute économie. Il y a un côté très saisonnier au rosé qui se consomme beaucoup en été. Est-ce que ça, c'est un souci pour vous ? Et comment vous faites pour essayer de démocratiser la consommation du rosé tout au long de l'année ? Alors, c'est de moins en moins vrai, puisqu'ils s'en consomment, en fait, du vin rosé, ils s'en consomment quand le ciel est bleu souvent. Puisque dans les stations de ski, maintenant, dans tous les bars d'altitude, les restaurants d'altitude, il y a des vins rosés, même plusieurs, qui sont proposés à la carte, et on voit que ça marche. Tout le monde boit un verre de vin rosé dès que le ciel est bleu. Donc ça quand même, ça évolue bien. Ceci dit, ça reste encore très saisonnier, effectivement, dès qu'on peut faire un barbecue et manger en terrasse. Sinon, quand on est en ville, effectivement, on apprécie un verre de vin rosé. C'est pas une problématique pour nous, dans la mesure justement où on travaille sur cette notion de sortir du millésime et de forcément boire toujours le dernier millésime au moment. Quand les vins, encore une fois, sont préparés, ils peuvent bien évoluer. Et puis on a lancé, nous, on a aussi un château en Provence, on a lancé une cuvée multi-millésime, où justement on a une majorité du millésime de l'année, mais aussi des vins de réserve, qui permettent d'avoir un goût constant et une qualité constante tout au long de l'année et d'une année sur l'autre. Ça, c'est le propre d'une marque, c'est de permettre aux consommateurs de retrouver la qualité qu'il aime tout le temps, partout dans le monde. Et à l'instar de ce qui peut se faire sur le champagne, où il y a les grandes marques ont des bruts sans année, qui sont des assemblages de plusieurs vins de réserve. On a lancé ça pareil sur la Provence. Et voilà, il faut expliquer, c'est le début, c'est de la pédagogie. Mais je pense que c'est aussi un élément pour le futur de la vie de la catégorie des vins rosés à prendre en compte. Parce qu'il faut qu'on sorte du sempiternel millésime de l'année qui n'a pas de sens, parce qu'au mois de février ou mars, c'est trop tôt. C'est bon, juin, juillet, août, 3 mois de l'année. Or, il s'en boit toute l'année du vin rosé, et il faut qu'en décembre, le vin soit encore très, très bien, très fruité, très agréable. Et pour ça, il faut travailler sur l'assemblage. Et est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura des bouteilles de vin rosé qui se vendront au prix des bouteilles de vin rouge ? Ça y est déjà. C'est ce que j'allais dire. Et est-ce que c'est déjà le cas, ça y est déjà. Puisque nous, on a la cuvée, la sélection parcellaire, là, qui sont les vieilles vignes, front de pied, en sélection massale sur le domaine, cuvée Favé 910. Celle-ci, elle est vendue à la boutique à 16 €. En Provence, on a une cuvée où là, il y a de l'élevage pendant 6 mois, où là, elle est vendue 60 €. Et puis, il y a des vins rosés qui ont des prix à 3 chiffres aujourd'hui. Ça existe. Alors, c'est une toute petite partie de la consommation, mais je pense qu'on a un travail à faire, notamment avec les sommeliers, par exemple, pour que sur les cartes des vins, il y ait
y ait autant de pages de blanc que de vin rosé et que de vin rouge, voilà, et qu'on arrive à montrer la diversité des terroirs et des millésimes aussi qu'il peut y avoir sur les vins rosés. Voilà, on aura bien avancé quand on aura plus de pages de vin rosé dans les cartes de sommelier, je pense, mais on va y arriver. On comptera la prochaine fois qu'on voit une carte. Bon, je vais passer à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de travailler dans le vin rosé et de t'investir au quotidien sur ce produit ? Alors, c'est surtout de travailler sur ce domaine et sur ces domaines où on est vraiment fier de pouvoir... depuis l'année prochaine, ça fera 140 ans, continuer la belle histoire, faire vivre sur notre entreprise, on fait vivre plus de 300 familles sur le secteur, et par cette vie du terroir et la mise en valeur des vins du terroir, pouvoir avoir cette durabilité dans notre activité. En étant en plus, tous les vignobles sont en bio, donc au niveau environnemental, on a la même biodiversité qu'un parc naturel régional. Donc c'est pas parfait, mais on est tous fiers de travailler vraiment dans ce beau terroir et de le mettre en valeur au quotidien, parce que vous avez vu, j'ai le plus beau bureau du monde. Ouais, c'est magnifique. Tous les matins on arrive, il y a des flamants roses qui nous saluent, on a des chevaux Camargue autour, les vignes sont magnifiques. On a les pieds dans le sable, donc c'est vraiment superbe, et on est fiers de porter cette bonne parole au travers de nos bouteilles. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science la prochaine fois qu'on boit un verre de rosé avec des amis ? Je pense qu'il faut pas forcément trop, comme je disais tout à l'heure, se prendre la tête, mais effectivement savoir que la couleur vient de la pellicule du raisin et pas de la pulpe, que c'est pas un assemblage de blanc et de rouge, déjà c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut expliquer, que c'est un vin à part entière et que c'est pas simple à faire. Donc ça, c'est pour un peu étaler la science. Et puis après, sur la dégustation, c'est surtout pouvoir aussi, un premier verre, je dirais, l'apprécier comme ça pour se rafraîchir, mais sur le deuxième, faire une vraie dégustation et se concentrer comme quand on goûte un vin blanc ou un vin rouge, aller chercher un peu les arômes. Et voilà, donc il y a cette dualité dans la dégustation des vins rosés, soit le côté plaisir sympa, et à la limite, certains mettre des glaçons dedans. Moi, du moment qu'ils consomment du vin rosé, ça me gêne pas. Mais aussi pouvoir, pour étaler sa science, montrer qu'on peut le déguster, aller chercher des arômes, voir qu'il y a un premier nez, un deuxième nez, et qu'il y a de la complexité. Voilà, donc sans être rabat-joie, il faut avoir les interlocuteurs qui vont avec, mais je trouve que c'est intéressant, et sur les accords mévins aussi, d'aller chercher des choses un peu particulières, comme on le fait avec un vin blanc et un vin rouge naturellement. Il vaut mieux pas mettre de glaçons dans son rosé ? Ça, c'est un vrai truc pour étaler sa science. Faut-il mettre un glaçon dans son rosé ? Moi, je suis pas un ayatollah du glaçon ou de la dégustation. Je préfère que le vin soit servi bien frappé, bien frais, sorti du frigo, et puis dans un seau à glace. Voilà, il n'y a pas besoin. Si le vin est à température, il n'y a pas besoin. C'est mieux parce que ça dilue pas le vin aussi. Oui, parce que ça met de l'eau dans le vin. On met des glaçons, on met de l'eau dans le vin, mais certains mettent des glaçons dans le vin blanc aussi, ou dans le champagne, ça arrive. Voilà, donc moi, il n'y a pas de règle, on va dire, comme ça. Et surtout, encore une fois, je parle de liberté, faisons avec le vin rosé. Faites ce que vous avez envie. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi de se concentrer sur le deuxième verre, de se concentrer sur la dégustation pour voir que c'est un vin à part entière, qu'il est complexe. Et puis d'expliquer ça, je pense que vous ferez découvrir les vins rosés d'une autre façon. Déjà, dire vin rosé, et vous le ferez découvrir aux autres convives avec un autre œil, une autre vision, un autre angle. Et ça, c'est sympa. Très bien. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut commander les bouteilles, suivre l'actualité du domaine, te contacter ? Alors on a un site Pink Flamingo et Domaine Royal de Jarras, et un domainedejarras.com, et un Instagram Pink Flamingo-fr. Donc là il y a des infos. On est plusieurs aussi à mettre quand on travaille dans l'entreprise, on aime bien, c'est tellement beau qu'on prend des photos, on les met sur nos Instagram, même si c'est pas le principal. Et après, les vins, ils sont disponibles. Alors le Pink Flamingo, aujourd'hui, il est de plus en plus distribué partout en France. On le retrouve assez facilement, surtout en ce moment où il est bien mis en avant.
Et puis le domaine royal de Jarras, c'est des vins qui sont soit en restauration, soit sinon on les vend nous par correspondance ici à la boutique ou par correspondance. Donc vous trouverez les coordonnées sur le site et puis on expédie avec grand plaisir. Parfait. Et merci beaucoup pour ton temps, Bruno. C'était vraiment très sympa. Et puis pour l'accueil dans ce site magnifique. Merci pour ta visite. Et puis maintenant, on va pouvoir déguster les vins. Avec plaisir. Place aux choses sérieuses. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.